Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente La culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et aujourd'hui, André Berkoff, notre invité sur Sud Radio, est l'essayiste Ferghane Azihari, libre penseur qui mène un combat, André, à la manière de Voltaire. Il publie un pamphlet très critique sur l'islam. Oui, c'est plus qu'un pamphlet, c'est une étude de fond. C'est une étude de fond appuyée sur des documents, appuyée sur une véritable connaissance. Enfin, ça, Ferghane Azihari, bonjour, vous êtes comorien, c'est bien ça ? Et vous êtes musulman comorien. Par vos parents, exactement. On n'entend pas... Pardon. J'ai oublié l'intro, c'est vrai. André, effectivement, notre invité aujourd'hui, effectivement, c'est Ferghane Azihari, je répète. Il publie L'islam contre la modernité, un essai très courageux dont on va parler dans un instant sur Sud Radio. Alors restez avec nous, à tout de suite. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente La culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et aujourd'hui, avec André Berkoff, nous sommes ravis de recevoir sur Sud Radio Ferghane Azihari, qui publie L'islam contre la modernité aux presses de la Cité, un réquisitoire contre l'islam en tant que religion et civilisation, dans lequel, il pulvérise, il faut le dire, tous les dogmes du politiquement correct. André, bonjour à vous, Ferghane. Bonjour à vous. Merci pour l'invitation. Votre livre, il faut le dire, c'est le fruit de 5 années de travail. Expliquez-nous, qu'est-ce qui atteste effectivement que le monde musulman a toujours été au cours de son histoire réfractaire au progrès et pourquoi effectivement cette incompatibilité avec la modernité? Sur quoi vous appuyez votre thèse? Alors, disons que ce livre part d'un constat qui est, je crois, assez simple à partager, puisque les musulmans eux-mêmes ne m'ont pas attendu pour déplorer l'état tout à fait lamentable de leur société, bien avant d'ailleurs l'expansion coloniale occidentale. Aujourd'hui, on remarque que le monde musulman est très en deçà des standards que nous sommes en droit d'attendre des sociétés modernes sur toutes sortes d'indicateurs politiques, économiques, sociaux, culturels. Le monde musulman est composé d'une quantité disproportionnée de régimes tyranniques où la liberté et l'égalité par définition relèvent de la science-fiction. Il y a une 50aine de pays aujourd'hui à majorité musulmane dans le monde et le nombre de démocraties en terre d'islam, hélas, se compte sur les doigts d'une main atrophiée. Sur les 1,9 milliard de gens qui peuplent aujourd'hui cette terre culturelle musulmane, seulement 3% d'entre eux, 3%, vivent dans des régimes plus démocratiques que la moyenne. De même, la quasi-totalité des sociétés musulmanes se situe dans la moitié inférieure de tous les grands classements qui s'intéressent à l'égalité homme-femme et à la condition féminine. L'essentiel des minorités les plus discriminées dans le monde, plus de 60%, vivent en terre d'islam, et encore ce chiffre est sans doute sous-estimé parce qu'il néglige le sort des incroyants, des athées, des libres penseurs. Les sociétés musulmanes sont surreprésentées dans les conflits armés. Le palmarès des organisations terroristes les plus meurtrières est essentiellement composé d'organisations d'obédience musulmane. De même, la contribution du monde musulman au progrès humain n'est absolument pas à la hauteur de son poids démographique. On l'a dit, le monde musulman, c'est un quart de l'humanité, c'est 1% de prix Nobel, toutes catégories confondues, et encore sur ces 1%, beaucoup de ces Nobel musulmans ont dû fuir dans les sociétés occidentales pour se réaliser, pour s'accomplir. Je pense par exemple à la courageuse Malala, cette fille qui se battait pour le droit de l'éducation, qui a été fusillée à bout portant, qui a reçu une balle dans la tête par les talibans dans son pays natal. Et donc, quand on prend tout un tas d'indicateurs, le monde musulman est très en deçà des standards. Il y a la prix Nobel iranienne également. Également, tout à fait. Et oui, mais selon vous, alors, quelles sont les causes socio-historiques, effectivement, profondes de ces anomalies statistiques, alors? Disons que la religion joue sans doute un rôle assez net. C'est-à-dire que lorsque vous avez une ère culturelle qui affiche autant de dysfonctionnements, lorsque vous avez autant de sociétés qui affichent de tels dysfonctionnements et que le dénominateur
dénominateur commun, le seul point commun de ces sociétés se trouve être la religion qu'elles professent. Quand vous avez autant d'indices, eh bien, disons que l'honnêteté commande d'instruire le procès du système de valeurs qui a produit ces désastres. Et en effet, l'islam a bâti à partir du 8e siècle un système de normes, un système juridique fondé sur les paroles, faits et gestes d'un personnage que les traditions musulmanes elle-même célèbre comme étant un individu qui s'adonne à toutes sortes de comportements violents, qui égorge, qui pratique l'esclavage sexuel, qui n'hésite pas à faire assassiner les gens qui le critiquent. Ce qui est assez intéressant, c'est que bien que ces récits n'aient vraisemblablement aucune base historique solide, ils ont néanmoins servi de base à l'édification d'un système juridique assez contestable, et un tel système juridique est, je crois, très peu à même à faire éclore des sociétés. Et vous dites bien effectivement ce Mahomet qui décourage les musulmans d'imiter les mécréants. Tout à fait. Alors cette phrase revient sur est issue d'un chapitre qui revient sur le rapport à l'altérité que l'Occident et l'islam ont respectivement entretenu. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que le monde musulman ne débarque pas n'importe où. Le monde musulman s'approprie dès le 7e siècle du foyer de culture le plus prestigieux de l'Antiquité tardive. Les musulmans s'emparent très tôt de la Mésopotamie, c'est-à-dire la région qui a inventé l'écriture, la littérature, la sédentarité, les premiers codes de loi. Les musulmans vont très tôt s'approprier la Perse en détruisant le régime sassanide qui avait accueilli de nombreux éléments païens, chrétiens, qui étaient particulièrement versés dans les sciences culture, tout à fait dans la culture antique. Les musulmans vont très tôt bénéficier de la technologie chinoise, de la fabrication du papier. Les musulmans vont très tôt dérober à l'Empire romain d'Orient l'Égypte et la Syrie, c'est-à-dire les sociétés qui figuraient alors parmi les plus riches, les plus lettrées de la Méditerranée antique orientale. Donc ce qui est assez fascinant, si vous voulez, c'est que l'islam est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Les musulmans ont très tôt bénéficié d'un patrimoine immatériel considérable, un patrimoine immatériel bien plus riche que celui qui fut à la disposition des fondateurs du judaïsme et du christianisme. Et donc, ce qu'il faut analyser, ce qu'il faut questionner, c'est comment une religion qui partait avec autant d'avantages, avec autant de privilèges, avec autant d'atouts, a fini dans un état aussi lamentable. C'est cette trajectoire qu'il faut interroger. Vous parlez même d'un sabotage en règle. Ouais. Oui, tout à fait. Et ce sabotage, je crois, a été sous-estimé par le fait que pendant très longtemps, l'historiographie musulmane a dévalorisé l'héritage des sociétés pré-islamiques. C'est-à-dire qu'il y a eu une volonté de réécrire l'histoire de l'Orient pré-islamique conformément à une logique coloniale assez banale pour mieux insister sur les prétendus apports de l'islam à la civilisation. On l'appelait cette période pré-islamique la période d'ignorance. Exactement, la période d'ignorance, de barbarie, d'arriération. C'est en tout cas ainsi que l'historiographie musulmane dépeint l'Orient pré-islamique. Et ce que j'explique dans ce livre, c'est que cette réécriture de l'histoire a eu un effet dévastateur dans la région, dévastateur, parce que cette réécriture a entretenu chez les musulmans un profond mépris pour l'histoire de leurs ancêtres avant l'islam, ce qui a fini par les persuader que l'islam était la meilleure chose qui pouvait arriver à la région. Alors moi, je rappelle que le Proche-Orient, évidemment, n'a pas attendu l'arrivée de l'islam pour être un important foyer de science et de culture. Et quand on se souvient que le monde arabe, avant l'islam, pouvait donner des empereurs et des impératrices à Rome, des professeurs à Athènes, des souverains chrétiens, des reines catholiques qui commandaient des troupes pour défendre Constantinople. Quand on se souvient qu'avant l'islam, le monde berbère pouvait donner à la littérature latine des romanciers talentueux, des théologiens à la chrétienté, des papes même à la chrétienté. Quand on se souvient qu'avant l'islam en Syrie, il fut un temps où on préférait l'étude d'Épicure aux élucubrations coraniques. Quand on se souvient qu'avant l'islam, des siècles avant l'islam en Afghanistan, on produisait de magnifiques sculptures gréco-bouddhistes. On est en droit les Bouddhas de Bamiyan, exactement, les fameux Bouddhas de Bamiyan détruits par les talibans. Quand on se souvient évidemment de toutes ces réalisations pré-islamiques, on est en droit de contester le mensonge d'un islam civilisateur, et on est en droit, avec Claude Lévi-Strauss, de penser que l'islam a coupé en deux un monde qui était jadis beaucoup plus civilisé. Et moi, mon vœu le plus cher serait que les musulmans méditent ce passé pré-islamique qui
se demandent sur un ton nostalgique ce que serait leur existence aujourd'hui si la prédication de Mahomet avait échoué et si l'Orient était resté dans le giron gréco-romain, perse, syriaque, bouddhiste. J'ai le sentiment, j'ai la conviction qu'ils seront sauvés le jour où ils se poseront cette question et le jour où ils s'adonneront à cette uchronie. Mais en 1400 ans d'histoire, Fergan Aziari, il faut quand même le rappeler, il y a quand même eu des tentatives de modernisation. Alors moi je ne dis pas... Le monde a bougé. Alors le monde a évidemment bougé, il serait évidemment réducteur de soutenir que les sociétés musulmanes n'auraient jamais évolué en 1400 ans, mais le fait est qu'aujourd'hui, ces sociétés restent très en deçà des standards que nous sommes en droit d'attendre des sociétés modernes, avec ce cruel paradoxe qui est que c'est dans les sociétés non musulmanes que les musulmans bénéficient des droits et libertés les plus étendus. C'est dans les sociétés non musulmanes que la condition des musulmans est la moins désagréable, et je pense que ce paradoxe, il faut en tirer les bonnes conclusions. Après, moi je ne dis pas, vous savez, que les sociétés musulmanes n'auraient jamais été des foyers de créativité, d'inventivité. À l'évidence, ce serait une thèse tout à fait excessive et qui, pour le coup, confinerait sans doute à la xénophobie. Ce que je dis en revanche, c'est que rien ne permet de créditer l'islam des réalisations des savants, alors tantôt musulmans, tantôt non musulmans. Et je m'adonne d'ailleurs à cette comparaison suivante. Prenons l'exemple d'un pays d'un régime comme l'URSS. Vous savez, l'URSS est devenu le prototype du régime dysfonctionnel aujourd'hui. Sans doute était-ce un régime dysfonctionnel. Sans doute serait-il aussi... C'était une dictature. C'était une dictature criminelle, dysfonctionnelle, mais il serait sans doute abusif de réduire l'histoire de l'URSS au goulag, parce qu'il y avait aussi en URSS des gens brillants. Mais je crois que personne ne s'aventurerait, par exemple, à attribuer le talent d'un Shostakovich, ou le talent d'un Solzhenitsyn, ou le talent d'un Sakharov au système soviétique. Car sans être de grands soviétologues, nous sommes tous conscients qu'il y aurait eu sans doute beaucoup plus de Shostakovich, beaucoup plus de Sakharov, beaucoup plus de Solzhenitsyn si la Russie n'avait jamais déclenché la révolution d'octobre. En tout cas, Solzhenitsyn n'aurait jamais écrit l'archipel du Goulag dans l'URSS, mais sans doute aurait-il eu une plus grande créativité. Et j'applique ce raisonnement aux sociétés musulmanes. Il y aurait eu sans doute beaucoup plus d'Averroès si l'Orient était resté dans le giron. Eh bien, mais ça, c'est une hypothèse. C'est avec des si, mais je comprends votre hypothèse. Mais un peu objection, votre honneur. Allez-y. Voilà. Moi, j'ai grandi, je prends mon expérience personnelle, je suis né, j'ai grandi au Liban, qui était un pays de l'époque, il l'est moins aujourd'hui, hélas, mais enfin, ça reste un pays magnifique, mais c'est pas le problème, où il y avait effectivement une culture arabo-musulmane, il y avait une culture chrétienne, enfin, d'ailleurs, français, anglais, américain, etc., et arabe. Bien. Est-ce qu'il y a quand même, quand on dit, moi je me rappelle avoir étudié, avoir des traductions, et en arabe aussi, je lis un peu l'arabe, et pas très bien, je le parle un peu, mais enfin bon, je me débrouille là-dedans. C'est pas mais la chose, c'est que vous savez très bien qu'il y a une littérature arabe très forte. Il y a une poésie arabe. On l'a étudié des siècles. Alors je ne veux pas parler simplement de l'Andalousie et des philosophes andalous. Vous allez me parler de ça, mais ce que je veux dire, je veux pas faire l'avocat simplement de l'islam ou tout ça. Je crois que toute culture, effectivement, sans renvoyer dos à dos, mais vous avez une culture arabo-islamique, ne parlons que de certaines mosquées, ne parlons que de l'esthétique de certaines mosquées, mais si je vais du côté de la poésie, si je vais du côté d'un certain lyrisme, si je vais du côté même de la danse, alors vous allez me dire la danse c'est pas l'islam, mais quand même, moi je me rappelle d'un Moyen-Orient où il y avait la musique arabe, où il y avait la danse arabe, où il y avait la poésie arabe, où il y avait tout ça, et où il y avait de très grands poètes. Mais la poésie arabe existait avant l'islam, c'est-à-dire qu'il existe une poésie arabe pré-islamique, donc les Arabes n'ont pas eu besoin de l'islam pour verser dans la poésie. Et donc je pense qu'il faut dissocier l'arabité de l'islamité. Le drame, hélas, c'est que ces deux notions ont été confondues et qu'aujourd'hui, le monde arabe se conçoit dans le monde islamique, le prisme exclusif de l'islam, en oubliant que l'histoire du monde arabe n'a pas commencé avec l'islam et que ce peuple avait une
une histoire avant l'islam, que les Arabes n'ont pas toujours été musulmans, qu'ils ont été païens, qu'ils ont été juifs, qu'ils ont été zoroastriens, qu'ils ont été chrétiens, et qu'ils ont côtoyé la civilisation hellénistique. Donc je ne pense pas qu'on gagne quoi que ce soit à réduire la richesse de l'histoire on peut pas dire qu'en 1300 ans, mettons que, depuis 700, mettons, on est 700, on est en 2026. On ne peut pas dire quand même qu'en 1300 ans, disons, ne parlons pas de l'anté-islamisme, il n'y a pas eu des productions quand même culturelles, civilisationnelles, en fait, et des avancées. Moi, ce que je dis, c'est que ces productions auraient été beaucoup plus nombreuses sans l'islam. Encore une fois, le Proche-Orient n'a pas attendu l'arrivée de l'islam pour être un important foyer de science et de culture. D'esprit remarquable, effectivement. Oui. Mais ce que vous dites, vous, en fait, que ces gens-là, ces grands talents, ces génies du monde musulman, ont connu une postérité nettement plus importante à l'extérieur. Pour certains d'entre eux, oui, comme Averroès. Vous voyez, c'est assez intéressant. Chaque fois que l'on veut, par exemple, imputer à l'islam des réalisations prestigieuses, je remarque toujours qu'on remonte au Moyen-Âge. C'est donc qu'il y a eu quelques soucis entre-temps. J'aimerais bien savoir lesquels, premier temps. Et quand, par exemple, on attribue le génie incontestable d'un Averroès à son islamité, on fait, je crois, un contresens total, parce que précisément Averroès, c'est l'une de ces figures emblématiques qui est quasiment tombée dans l'oubli chez ses coreligionnaires et qui a été avant toute chose étudiée dans le monde gréco-romain et dans le monde chrétien. Donc est-ce que ça a vraiment du sens d'attribuer le génie d'un Averroès à son islamité? Je ne suis pas sûr. Et moi je pose une question très simple. Je pose la question suivante. Allez-y. Pour un Averroès, pour un Al-Farabi, pour un Avicenne, par exemple, pour un Ibn Khaldoun que le hasard a placé dans le monde musulman, combien d'autres Averroès, combien d'autres Al-Farabi, combien d'autres Marie Curie, combien de Léonard de Vinci, combien de Michel-Ange ont-ils été méthodiquement assassinés sur les bancs des écoles coraniques? Voilà la question que je pose. Et moi, ce que je dis, c'est que pour chaque Averroès que le hasard a placé dans le monde musulman, nous devrions pleurer les 100 autres, les 1000 autres Averroès qui auraient pu voir le jour. C'est Mozart qu'on assassine, c'est des dizaines et des centaines de Mozart qu'on a assassinés dans le monde musulman. Et moi, je suis persuadé qu'on fait une erreur fatale en essayant de réduire le génie de l'Orient à son islamité, alors qu'il est sans doute vraisemblable que cette islamité a bridé le génie de l'Orient et ne l'a aucunement développé. Oui, sauf que Vernazir, non, mais c'est très intéressant de raconter ça. Il y a eu quand même, alors vous par exemple, est-ce que vous vouez à l'erreur, au rideau de fumée, tout ce qui disait que les Arabes, je parle de les Arabes au temps de l'islam, ont transmis, vous savez, la culture grecque ou la gréco-romaine aux Européens. Vous savez, il y a eu des polémiques énormes là-dessus. Deux choses. Deuxièmement, le côté de la fameuse Andalousie dont on présentait comme une espèce d'âge d'or de la coexistence islamo-chrétienne, etc. Vous dites que ça, ce sont des mirages? Alors, la question de la transmission des sciences grecques au monde européen. Alors, le mot de transmission, pour moi, est un mot qui est très mal choisi, et un historien comme Rémi Brague a beaucoup travaillé sur ce sujet, parce que le mot de transmission, on va dire, déforme le rôle des acteurs en présence. Ce ne sont pas les arabo-musulmans qui sont allés transmettre le flambeau de la connaissance, qui sont allés civiliser les Européens. Ce sont les Européens eux-mêmes qui ont ressenti le besoin d'aller chercher la science gréco-arabe dans le monde musulman. Est-ce qu'il y a eu des progrès de la science dans le monde arabo-musulman? C'est incontestable. Pour le coup, moi, je ne nie pas ces réalisations. Je dis en revanche qu'on a tort d'imputer ce génie, notamment ces réalisations à l'islam, d'une part parce que ces réalisations n'ont pas été le fait exclusif des musulmans, c'est-à-dire ce qu'on appelle la civilisation islamique, peut-être à tort à mon avis, est aussi le fait de non-musulmans, de juifs, de chrétiens, de païens. Par exemple, on sait aujourd'hui que ce sont principalement les chrétiens d'Orient, les chrétiens de langue syriaque, qui ont transféré les sciences grecques en arabe sous la dynastie abbasside. Et pourquoi la dimension confessionnelle est-elle importante ici? Parce que comme les musulmans ont, à quelques exceptions près, et je dis bien les musulmans, je ne dis pas les arabes, ont refusé d'apprendre le grec,
eh bien, la traduction des sciences grecques dans la langue arabe était le fait des mécréants. De Syriaque, d'autres. De Syriaque et d'autres confessions qui maîtrisaient à la fois l'arabe pour la vie quotidienne, le grec pour la culture livresque et l'araméen, le syriaque pour la vie liturgique notamment. Donc on ne peut pas attribuer effectivement ce bouillonnement intellectuel à l'islamité quand on sait que, évidemment, que des non-musulmans ont aussi contribué parfois de manière décisive à l'épanouissement des arts, des lettres et des sciences dans le monde arabe. Et quand à l'âge d'or andalou, l'Andalousie, ce qu'on appelle l'âge d'or de l'Andalousie, là encore, il faut distinguer plusieurs choses. Le fait que l'Espagne musulmane ait été un foyer de créativité, un foyer d'épanouissement des arts, c'est incontestable là aussi. Donc c'est possible, ça que je veux dire. Bien sûr, mais là encore une fois, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces réalisations se sont faites grâce à l'islam ou en dépit de l'islam ? C'est la question que je pose. Moi, j'ai la conviction, et je pense que j'ai la littérature avec moi, que ces réalisations se sont produites en dépit de l'islam. Et d'ailleurs, quand vous lisez quelqu'un comme Ibn Khaldoun, par exemple, il n'attribue absolument pas le génie du monde arabe à l'époque à l'islam en tant que tel. Il rappelle que la curiosité pour les sciences philosophiques est un trait propre à la nature humaine et que d'ailleurs, il crédite aussi les chrétiens d'Orient d'avoir été les principaux artisans de la transmission des sciences grecques en arabe. Donc lui-même l'admet. Oui, et dans votre livre, effectivement, vous citez notamment le penseur musulman Jemal ad-Din al-Afghani qui, lui, a dit ceci. C'était lors d'une controverse avec Ernest Renan à propos de la décadence justement de l'islam. Il a dit ceci: partout où elle s'est établie, cette religion a cherché à étouffer les sciences et elle a été merveilleusement servie dans ses desseins par le despotisme. Tout à fait. Ouais. Ce qui est assez intéressant, c'est que, encore une fois, le constat d'un monde musulman qui est englué dans la décadence et dans la déchéance n'est pas un poncif colonial, ou en tout cas pas seulement, puisque les musulmans eux-mêmes n'ont pas attendu, l'ont eux-mêmes dénoncé. Là où on peut évidemment formuler quelques regrets, c'est que rares ont été les musulmans capables, en tout cas, de tirer les bonnes conclusions du déclin de leur civilisation, puisque à la question de savoir pourquoi le monde musulman était dans un état aussi lamentable, le plus souvent, la réponse qui a été proposée par le musulman, c'est « nous n'avons pas été suffisamment musulmans ». Donc il suffirait d'être davantage musulman, de mieux respecter les préceptes de la charia, de la loi islamique, pour qu'enfin notre monde s'en sorte mieux. Le problème de cette réponse, c'est qu'elle ne répond pas à la question suivante. Si l'état lamentable du monde musulman vient du fait que le monde musulman n'a pas été assez musulman, alors comment expliquer que des sociétés qui n'ont jamais été musulmanes et qui n'ont jamais appliqué l'islam s'en sortent beaucoup mieux? Effectivement, mais l'autre facteur dont on dit oui, s'il y a eu une telle décadence, etc., et un facteur qui compte, qui c'est la colonisation. Oui, nous avons été colonisés. Oui, justement, qu'est-ce que vous rétorquez à ceux, effectivement, qui prétendent que la misère des sociétés musulmanes serait vraiment imputable à la colonisation occidentale? Je réponds tout simplement qu'on ne peut pas imputer à la colonisation européenne des maux qui la précèdent largement. Là encore, les musulmans ont déploré l'état de leur société bien avant la colonisation occidentale. Quand, par exemple, Napoléon arrive en Égypte et que les Égyptiens sont confrontés à l'intrusion de la France en terre d'islam, les Égyptiens sont eux-mêmes confrontés à une civilisation qu'ils reconnaissent comme étant bien supérieure à la leur sur le plan technologique, scientifique. Et du reste, le mythe que la colonisation serait responsable de l'état des sociétés musulmanes entretient implicitement le récit que ces sociétés-là étaient des Eldorado, droits de l'homiste, à la pointe du progrès avant l'arrivée des Européens. On sait que c'est faux. On ne peut pas reprocher aux Européens le fait que, par exemple, les musulmans aient attendu 3 siècles après Gutenberg pour s'approprier la technologie. Ça, la colonisation, elle ne l'explique absolument pas. De même, les sociétés musulmanes n'étaient pas des havres d'humanisme avant l'arrivée des Européens. C'était des sociétés autoritaires, esclavagistes. C'était des sociétés autoritaires, tout à fait. C'était des sociétés stratifiées, c'était des sociétés esclavagistes qui, pour certaines d'entre elles, pratiquaient l'esclavage dans des proportions bien plus élevées que celles que l'on retrouvait en Amérique. Les
traite négrière et pas la traite négrière. Exactement, les traites négrières, la traite négrière étant une invention d'ailleurs de l'islam. Non pas que l'islam ait inventé l'esclavage évidemment existait bien avant l'islam, mais en revanche, la constitution de vastes réseaux de traite, ça naît sous l'impulsion de l'islam, parce que la loi islamique interdisant d'asservir des hommes libres à l'intérieur de l'Empire, il a fallu produire et chercher des esclaves aux frontières du monde musulman, et à la différence de l'Occident, le monde musulman n'a jamais été capable de contester l'esclavage de sa propre initiative. Les premières contestations étaient dues à l'Occident blanc, qui lui-même avait colonisé. Juste, un moment, on va s'arrêter, une petite pause, c'est absolument passionnant. On se retrouve dans quelques minutes pour continuer avec Fergan Azdighari. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et oui, de retour sur Sud Radio avec Fergan Azdighari qui publie un essai remarquable, l'islam contre la modernité. André Berkoff. Alors continuons notre discussion sur la traite négrière arabo-musulmane, Fergan. En terre d'islam, vous le dites, il n'y a jamais eu en fait l'équivalent d'un Lincoln ou d'un Condorcet. Alors en effet, il faut évidemment rappeler qu'aucune culture n'a le monopole de l'esclavage, que toutes les sociétés ont pratiqué cette infâme institution dont les origines remontent à la nuit des temps. En revanche, à l'Antiquité au moins. Tout à fait, au moins peut-être au néolithique. Mais effectivement, toutes les cultures n'ont pas été capables de l'abolir de leur propre initiative. C'est ça qui est assez remarquable. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le premier réquisitoire prononcé contre l'esclavage dans le monde chrétien date du IVe siècle après Jésus-Christ, par Grégoire de Nice, père de l'Église. L'islam arrive plusieurs siècles après, et pourtant les sociétés musulmanes n'ont jamais été capables de produire un discours abolitionniste avant l'arrivée des Européens. Il n'y a jamais eu en terre d'islam l'équivalent de cette fameuse controverse de Valladolid qui au XVIe siècle met en scène des théologiens espagnols qui vont s'insurger contre les exactions de leurs compatriotes dans les Amériques. Il n'y a jamais eu en terre d'islam l'équivalent d'un Condorcet, l'équivalent de cette société civile comme la Société des Amis des Noirs. Cette société qui s'est battue pour lutter contre les traites négrières. Il n'y a jamais eu l'équivalent d'un Victor Schœlcher, l'équivalent d'un Lincoln. Il était le premier à abolir l'esclavage. Exactement. Et donc, à tel point que le reflux de l'esclavage en terre d'islam doit presque tout aux interventions impériales occidentales. Et je constate que c'est un tabou historiographique aussi bien en Orient qu'en Occident. Ce sont les Français, on le sait, qui ont forcé les Algériens à renoncer au commerce de nègres tel qu'on l'appelait à l'époque en 1848. Ce sont les Français qui ont fermé les marchés d'esclaves au Maroc. Ce sont les Français qui sont allés aux Comores abolir aussi l'esclavage. Ce sont les Britanniques qui ont fait pression sur l'Empire ottoman, sur l'Empire perse, afin que ces régimes réduisent peu à peu l'ampleur des traites. Et moi, ce qui me frappe, c'est que le rapport à la mémoire de l'esclavage n'est absolument pas le même. C'est-à-dire que l'examen de conscience en Europe est beaucoup plus abouti que dans le monde musulman. J'ai eu, par exemple, beaucoup de mal à identifier dans le monde musulman des monuments, par exemple, qui commémoreraient l'abolition de l'esclavage. Donc il y a quand même une carence vous en avez trouvé politique. Je n'ai pas réussi à trouver pour l'instant. Donc, vous avez trouvé, je n'ai rien trouvé. Alors peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. Et si quelqu'un effectivement peut me corriger là-dessus, je suis tout à fait preneur d'une rectification. Mais pour l'instant, je n'ai pas réussi à en trouver. Mais il faut dire que on peut se rappeler les propos de Christiane Taubira à ce propos, Fergan Azdighari, qui elle avait dit: il ne faut pas trop évoquer la traite négrière arabo-musulmane pour que les jeunes Arabes ne portent pas sur leur dos le poids des méfaits des Arabes. Ce que personne ne leur demande du reste. Il ne s'agit pas d'imputer aux générations actuelles les crimes de leurs ancêtres. On n'est pas responsable. Sauf qu'on essaie d'imputer aux générations européennes et actuelles les crimes de la colonisation. On le fait pour les Européens. Mais ce commentaire, en effet, transpire le mépris et la condescendance, puisqu'il part du principe que les musulmans seraient complètement incapables de regarder avec un regard critique l'histoire de leurs ancêtres. C'est une forme d'infantilisation, en réalité, que je trouve tout à fait insupportable et totalement insultante. Juste un mot, est-ce que vous validez, vous, la thèse ou pas, l'historien
historien que vous êtes, valide la thèse ou pas que... Je ne suis pas historien, moi je suis un essayiste, je compile des du données compilateur que vous êtes, mais un compilateur de talent et d'acuité. Est-ce que la thèse selon laquelle les Français seraient allés en Algérie, enfin la colonisation d'Algérie ou l'occupation de l'Algérie, enfin ce qu'on appelait l'Algérie de l'époque en 1830, c'était pour combattre l'esclavage des Européens Alors non, je pense pas qu'on puisse aller sur ce terrain-là. C'est-à-dire que l'esclavage des Européens avait quasiment disparu avant la conquête française de l'Algérie, notamment en raison de l'intervention. Il y a eu un esclavage. Il y a eu un esclavage, évidemment, des Européens, mais les Britanniques et les Néerlandais avaient quasiment infligé un coup décisif à l'esclavage des Européens avant la conquête française. Donc la conquête de l'Algérie répondait avant toute chose à des préoccupations de politique intérieure. Donc ça n'avait pas forcément de motivation humaniste. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la colonisation française, en revanche, qui ensuite, dans un second temps, aboutira au reflux de l'esclavage, notamment des Noirs en terre arabo-musulmane. Et ça, pour le coup, c'est incontestable. Ce sont les Français qui vont forcer les Algériens à renoncer au commerce. Esclavage qui continue en Afrique aujourd'hui. Il y a encore. Mais c'est toute la raison. Effectivement, est-ce qu'on peut vraiment parler d'abolition aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il existe encore des poches d'esclavage dans le monde musulman, comme il en existe un peu partout. Mais quand on regarde les chiffres, on constate en effet que les sociétés musulmanes affichent les taux de prévalence de l'esclavage moderne les plus élevés. Oui. Alors on distingue généralement l'islam de l'islamisme, Fergan Aziari. Vous récusez cette distinction. Expliquez-nous pourquoi. Alors, je récuse cette distinction parce que je m'intéresse à l'histoire des termes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du 18e à la seconde moitié du 20e siècle, dans la langue française, les termes islam et islamisme étaient utilisés de manière tout à fait interchangeable, à la fois pour désigner la religion musulmane et ses implications juridiques et politiques. Quand, par exemple, Ernest Renan intitule sa célèbre conférence « L'islamisme et la science », il parle à l'époque de l'islamisme comme nous parlerions aujourd'hui du christianisme, du bouddhisme, de l'hindouisme et entre ismes. Ce n'est que dans les années 70-80 qu'on a commencé à forger cet artifice sémantique qui voudrait que l'islam serait une foi privée tout à fait honorable, tandis que l'islamisme seul serait un projet théocratique. Le problème de cette distinction... Politique et théocratique. Tout à fait. Le problème de cette distinction, c'est qu'elle n'avait à l'époque, et qu'elle n'a encore aujourd'hui, selon moi, aucun fondement historique, aucun fondement scientifique. Elle allait à l'encontre de 1200 ans d'histoire et de jurisprudence musulmane. Mais on a commencé à forger cet artifice sémantique à un moment où l'Europe accueillait d'importantes populations d'origine et de culture musulmane, et tantôt pour de bonnes raisons, ne pas stigmatiser, tantôt pour de mauvaises raisons, une volonté de se soumettre politiquement correct et une volonté d'édulcorer le fait islamique dans ses réalités théologiques et politiques, on a bricolé cet artifice sémantique qui, je crois, nous a fait perdre un temps précieux parce qu'il a brouillé notre perception du phénomène islamique. Je remarque d'ailleurs que l'islam est la seule religion pour laquelle on a inventé un autre terme pour désigner l'intégrisme qui s'en réclame. Personne ne parle de judaïcisme pour désigner les éventuels fanatiques qui se réclameraient de la Bible. Personne ne parle de christianicisme pour désigner les éventuels fanatiques qui se réclameraient des évangiles. Il y en a, comme dans toutes les religions. Il y en a dans toutes les religions, évidemment, mais l'islam est la seule religion pour laquelle on a inventé un terme spécifique, et donc de ce point de vue-là, il y a un traitement de faveur sémantique qui bénéficie à l'islam et qui n'est absolument pas justifié, parce que l'honnêteté commande aussi de remarquer, de noter que quand Daesh, par exemple, met en place une industrie de l'esclavage sexuel, Daesh s'appuie sur une lecture tout à fait littérale et rigoriste des textes musulmans. Et je crois qu'on a tort d'infantiliser, parce que je crois que tout par-delà, on infantilise les croyants, on infantilise les musulmans et les non-musulmans sur la nature même de la religion musulmane, et on gagnerait à parler aux musulmans comme des adultes et cesser de les considérer comme des enfants à qui on fait miroiter l'existence du Père Noël. Oui, alors vous justement, vous êtes issu d'une famille musulmane comorienne, vous avez donc reçu une éducation musulmane. Qu'est-ce qui fait qu'à l'âge de 18 ans, vous avez divorcé de l'islam ?
Alors, mon divorce avec l'islam est à la base un divorce tout à fait à l'amiable, c'est-à-dire que j'ai cessé tout simplement de m'identifier à des traditions que je ne comprenais pas vraiment. Ce n'est que plus tard... Et à laquelle vous n'adhériez plus, quoi. Oui, voilà, à laquelle je n'adhérais plus. Donc, ce n'est que plus tard que, à mesure que je m'intéressais à l'actualité politique internationale et nationale, que j'ai été amené à m'intéresser au dysfonctionnement du monde musulman. Je pense que quand on est issu de l'immigration postcoloniale, de l'immigration musulmane, on est nécessairement amené à se questionner sur les dysfonctionnements et les maux MAUX qui ont conduit nos ancêtres à l'exil, dans la mesure où leur pays natal n'a pas été capable de leur offrir une vie décente. Donc ça part en partie de là. Du reste, je suis issu de la tradition libérale, et le libéral que je suis est obligé de constater que les sociétés musulmanes entretiennent quand même quelques conflits avec les principes qui sont les miens, et que la cohabitation entre Tocqueville et Mahomet est quand même un peu compliquée aujourd'hui dans le monde musulman. Et donc, ce sont ces dysfonctionnements qui m'ont en effet conduit à m'interroger sur leur cause profonde. Et oui. En tout cas, pour vous, on va être obligé de faire une petite pause, malheureusement. En tout cas, pour vous, je disais, l'islam des Lumières est une fable aussi illusoire qu'un stalinisme à visage humain, écrivez-vous. On va en parler dans un instant sur Sud Radio, alors restez avec nous. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. De retour sur Sud Radio avec l'essayiste Ferghane Azihari, libre penseur qui publie un essai courageux intitulé « L'islam contre la modernité ». Alors Ferghane, l'islam des Lumières est une fable aussi illusoire qu'un stalinisme à visage humain, écrivez-vous. Expliquez-nous pourquoi. Alors, d'une part, je ne nie pas qu'il existe en terre d'islam des réformateurs courageux qui tentent à leur échelle d'adapter la lecture de leur religion aux exigences de la société moderne. Et je pense qu'il faut d'autant plus saluer le courage de ces réformateurs, qu'ils prennent des risques considérables, qui prennent parfois le risque d'être désignés comme des hérétiques et des apostats, avec les conséquences parfois mortelles que l'on sait. En revanche, il est vrai que je suis plutôt sceptique sur l'efficacité politique de cette démarche, parce que selon moi, compte tenu du statut que les textes musulmans revendiquent, compte tenu de leur contenu, la tentative de civiliser l'islam de l'intérieur à partir des sources musulmanes s'apparente à un effort comparable à ces alchimistes qui voulaient transformer le plomb en or. Et je pense que la notion d'islam des Lumières revient à faire beaucoup trop de concessions à la superstition de manière générale, et qu'aussi longtemps que nous nous acharnerons à reconnaître au texte et à l'islam la moindre validité, nous ferons toujours le jeu des fanatiques qui pourront toujours se prévaloir d'être les plus conformes à la tradition et à l'orthodoxie. Et je pense qu'il serait beaucoup plus efficace d'adopter une approche plus voltairienne et plus scientifique aussi du fait islamique, en rappelant une vérité toute simple et qui, je crois, est accessible à la raison humaine. Le Coran n'est pas un texte divin, point barre. C'est un texte de l'Antiquité tardive. C'est un texte qui est le fruit d'êtres humains. C'est un texte qui recycle des traditions juives, chrétiennes, zoroastriennes. On sait que les 5 prières par jour, ça vient du zoroastrisme, qui recycle des traditions perses, byzantines, sassanides, bédouines. Et je pense qu'en France, nous sommes les héritiers d'une tradition islamologique tout à fait prestigieuse, et que nous avons les outils aujourd'hui pour diffuser un discours qui on appellerait à l'esprit critique des uns et des autres, et comme le disait Ernest Renan, émanciper les musulmans de leur religion est sans doute le meilleur service qu'on puisse leur rendre. Alors justement, vous posez la question, mais cette question c'est au cœur du débat. En fait, ce que vous dites, oui, d'accord, écoutez, quelque part, vous dites aux musulmans, renoncez à croire à ce livre qui n'est pas un livre, effectivement, qui est un livre humain, écrit par des humains, etc. Qui n'est pas l'œuvre d'un dieu, effectivement. Qui n'est pas l'œuvre d'un dieu, voilà. Mais on pourrait dire la même chose. Qui vous a servi. Pardon, et on pourrait dire la même chose de la Bible et de l'Évangile. Vous êtes d'accord. L'Évangile n'est pas l'œuvre d'un dieu, la Bible non plus. Bien sûr, mais vous savez, la lecture historico-critique de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament, l'Occident est familier avec cette lecture depuis au moins 3
siècle. Nous avons eu le moment Spinoza, le moment Ernest Renan. Ouais. Ernest Renan, sa vie de Jésus, qui est à l'époque un monument de profanation qui a scandalisé l'Église. Il n'a jamais été menacé. Il a été injustement sanctionné sur le plan professionnel, mais il n'a pas été, sa vie n'a pas été, en tout cas. C'est vrai, mais pendant l'Inquisition, il y a eu un certain nombre de gens qui osaient dire que la terre n'était pas plate. Bien sûr. Mais ça remonte pas seulement à l'islam. Mais non, Verna Izigari, est-ce que... Moi, je ne dis pas que l'islam aurait le monopole de l'obscurantisme historique, absolument pas. Toutes les cultures ont baigné dans l'obscurantisme et le fanatisme. Simplement, certaines cultures ont réussi à se pacifier, d'autres non. Je pose la question de savoir pourquoi. Non, c'est vrai. Oui. Moi, je parle d'un strict plan, si vous voulez, de ce qu'on peut faire aujourd'hui et de la stratégie, fondamentale. Est-ce que ce n'est pas là, on peut peut-être apporter un retour d'une laïcité comprise pas comme elle était en 1905, c'est-à-dire de comprendre, on est en 2026. Est-ce que ce n'est pas tout pour le privé, et justement c'est la paradoxe évidemment, parce que l'islam est aussi une religion qui régente un peu le quotidien, mais rien dans le public. Parce que le problème, il est là. Parce que si vous dites aux gens, écoutez, des gens qui croient, qui sont des croyants, comme ils peuvent être croyants juifs, croyants musulmans, bouddhistes ou autres, moi j'ai envie de croire cela, mais je n'ai pas envie, justement, d'être dans un prosélytisme absolu, comme le sont un certain nombre de gens, et je n'ai pas envie aussi que ça se traduise et que je joue dans le quotidien, déjà à appliquer un certain nombre de choses. Est-ce que c'est faisable ou pas, ou l'islam est pour vous indissociable entre vie publique et vie privée, comme nous avons fait nous pour la laïcité? Bien sûr, alors qu'il y ait des musulmans revendiqués qui soient parfaitement en paix avec les lois de la République et nos valeurs, c'est une évidence. Je pense toutefois qu'on ne peut pas attribuer ce respect à l'islam en tant que tel, et que l'islam condamne les musulmans à d'importantes dissonances cognitives qui sont d'une brutalité inouïe, et c'est d'ailleurs là une violence et une tension inutile dont on peut faire l'économie en maniant l'arme de la raison, de l'esprit critique et de la vérité. Prenez un pays comme l'Iran. Un pays comme l'Iran. Voilà un pays qui est aujourd'hui gouverné par une dictature théocratique sanguinaire, qui n'hésite pas à assassiner des femmes au prétexte qu'elles sont mal voilées, qui pend les homosexuels, qui assassine les apostats, et qui massacre des hommes, des femmes, des enfants. Massacre des hommes, des femmes et des enfants, et qui va assassiner même des libres penseurs jusque dans les sociétés occidentales, puisque la fatwa de Khomeini contre Salman Rushdie visait un citoyen occidental. Bon, et ben quand vous prenez la société iranienne et que vous consultez certaines enquêtes sociologiques, on observe que l'Iran affiche l'un des niveaux de désaffiliation religieuse spectaculaire. Oui, tout à fait. Avec une proportion non négligeable d'Iraniens qui se sont émancipés de la religion musulmane, qui ne se disent plus musulmans, soit parce qu'ils sont sans affiliation religieuse, soit parce qu'ils sont athées, soit qu'ils sont chrétiens, soit ils sont zoroastriens par fidélité à des traditions perçues comme étant indigènes. Et ben moi, je me dis une chose très simple. Si un pays comme l'Iran, malgré cette pression théocratique quotidienne, parvient à afficher des niveaux de désaffiliation aussi spectaculaires, eh bien nous en Occident, on n'a aucune excuse, parce que compte tenu des espaces de liberté qui sont encore les nôtres aujourd'hui, nous avons les moyens de produire un discours beaucoup plus audacieux, beaucoup plus ambitieux pour effectivement cultiver l'esprit critique. Et vous plaidez, vous allez plus loin, parce que là on va bientôt rendre l'antenne, André. J'aimerais vous interviewer sur ça. Vous plaidez en faveur d'une apostasie de masse, carrément. Tout à fait. Je pense que mais c'est pas un scénario chimérique. Ben, je ne crois pas. Je vous ai donné l'exemple de l'Iran. Je pense que si un pays comme l'Iran est parvenu à obtenir de tels résultats en matière de désaffiliation religieuse, on peut le faire en Occident, à condition de renoncer au politiquement correct, à condition enfin de renouer avec une tradition voltairienne, anticléricale, de rester fidèle et de redevenir fidèle à cette tradition des Lumières dont on se réclame sans cesse en la dévoyant quotidiennement par notre pusillanimité. Et oui, et l'éducation nationale a aussi un rôle à jouer. Et moi, je constate et je regrette, par exemple, que la France s'est montrée beaucoup plus intransigeante à l'égard de sa propre religion historique qu'elle ne l'est aujourd'hui à l'égard d'une superstition importée beaucoup plus dangereuse. Il faut quand même se souvenir que les institutions républicaines telles que les Français aujourd'hui les affectionnent sont le produit d'un combat anticlérical qui a été d'une dureté que nous avons oubliée. On a expulsé des milliers de religieuses et de religieux en 1880, 1902, en 1903 avec l'expulsion des congrégations. On est allé
jusqu'à ficher des militaires qui assistaient à la messe, destituer des centaines de magistrats qui refusaient d'appliquer des décrets anticléricaux. La France est montrée beaucoup plus dure à l'égard du christianisme qu'elle ne l'est aujourd'hui à l'égard de l'islam, ce qui n'est dans l'intérêt de Mais la question que je voulais personne. vous poser, c'était pourquoi, sauf que ça demande plus de temps à faire. C'est parce que c'est ça la question. La question centrale que je n'ai pas pu poser, c'est celle-là. La question, c'est pourquoi l'Europe a abdiqué. Et elle a abdiqué. L'Europe a abdiqué pour des tas de raisons. Je pense d'une part, il y a une culpabilité effectivement qui succède aux épisodes. Oui, sauf qu'on est en plein dedans et ça n'a pas changé. Ça n'a vous pas le savez. changé. Ouais. Une culpabilité hémiplégique qui, prétexte les maux et les crimes incontestables des sociétés occidentales pour idéaliser excessivement l'histoire des sociétés non occidentales. Et je pense que c'est cette lucidité qu'il faut retrouver à l'égard de certaines cultures non je crois que occidentales. le danger le plus important, personnellement, on voit ce qui se passe en Angleterre, est beaucoup plus important en Europe qu'ailleurs. C'est vrai que l'Europe aujourd'hui est dans un état assez préoccupant, c'est-à-dire que nous nous sommes accommodés de nombreuses anomalies. En France, ça fait 20 ans qu'on a des rapports qui nous expliquent que les Juifs ne peuvent plus être scolarisés n'importe où. Le rapport Robin de 2004, en raison de la multiplication de quartiers islamisés. On a là encore une documentation qui fait état du fait que le corps professoral s'autocensure massivement. Là, je renvoie aux travaux de Jean-Pierre Robin en raison de la crainte liée à des conflits en nature avec les convictions religieuses des élèves. Donc on a effectivement intérioriser toutes sortes d'anomalies et il faut se réveiller au risque de voir nos institutions fragilisées dans le futur. En tout cas, vous avez apporté votre pierre à la discussion et c'est une très belle Merci Fergan Aziari d'être venu sur pour Sud votre Radio. Je invitation. rappelle l'islam contre la modernité, paru aux presses de la Cité. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaye.